Bienvenue au podcast Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjus. Pour ceux qui nous regardent via notre chaîne YouTube, vous voyez que je suis accompagné par Renaud Bourbonnais afin de réagir aux rencontres qui étaient présentées à travers la NFL lors de cette 12e semaine d'activité. On va se concentrer sur les rencontres qui étaient présentées à 13h. Et 16h, bien sûr. Renaud, on était ensemble, toi et moi, à la description du NFL Red Zone sur les ondes d'RDS. Alors, on a tout ça frais en mémoire, les rencontres auxquelles on a assisté aujourd'hui. On va commencer au Arrowhead Stadium alors que les Chiefs recevaient les Colts d'Indianapolis. Pour les Colts, c'était un test, alors que pour les Chiefs, c'était un match éliminatoire. On avait une fiche de 5 victoires et 5 défaites. On ne pouvait échapper cette rencontre. On a dû revenir de l'arrière du côté de Patrick Mahomes et Kansas City pour l'emporter. On a marqué 11 points de suite afin de forcer la présentation de la prolongation. On a finalement gagné par un botté de Harrison Butker. Donc, victoire de 23-20 en prolongation des Chiefs contre les Colts. Qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre? Les Chiefs ont espoir de participer aux éliminatoires parce que s'ils avaient perdu cette rencontre-là, ça aurait été vraiment difficile de participer au match après-saison. Ouais, la première des choses, c'est qu'ils se sont levés au moment où ça comptait, hein, les Chiefs. Surtout que, rappelle-toi, ils n'ont pas connu un bon début de match. Patrick Mahomes, rapidement, qui a été victime d'une interception. Les Colts qui avaient le ballon à la ligne de 3 dans le territoire de Kansas City, qui ont marqué un touché, qui ont pris les devants. Mais si tu regardes de loin la rencontre, tu te rends compte qu'au final, la défense des Chiefs a complètement arrêté l'attaque des Colts. Jonathan Taylor, qui connaît une sacrée saison, a été limité à seulement 58 verges au sol. Sa moyenne de verges par course était à 3,6. Et j'ai fait le calcul en arrivant chez moi avant qu'on entre en onde. Didier, les Chiefs ont fait 90 jeux offensifs contre 50 seulement pour les Colts. C'est 40 jeux offensifs de plus. Donc, les Chiefs ont trouvé le moyen de rester sur le terrain. Les Colts ont seulement réussi 10 ou à convertir 10 premiers essais dans toute la rencontre. Donc, on a vu les Colts, ils ont frappé un mur quand ils ont affronté une excellente défense, celle des Chiefs. Et oui, les statistiques de Patrick Mahomes, au final, sont spectaculaires. On parle là, de 352 verges par la passe. Mais je ne trouve pas qu'il a connu un match exceptionnel. Je pense vraiment que c'est la défense des Chiefs qui a fait du bon travail. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu sais, c'est la même chose. C'est la même conclusion que j'ai tirée, surtout en regardant les statistiques. Tu sais, on avait regardé le match, on regardait d'autres rencontres en même temps. Mais Daniel Jones, 19 en 31, 180 verges, 2 passes de toucher, aucune interception. Ça, c'est la chose la plus importante pour Jones. Souviens-toi, la dernière fois qu'on avait vu les Colts jouer sur un terrain adverse, sur gazon naturel, ça avait mal été. OK, Jones avait victime de 5 revirements. Les Colts, au total, 6 revirements. Ça se passait à Pittsburgh contre les Steelers. Mais là, Daniel Jones, comme je l'ai dit, il a évité les revirements, mais seulement 5,8 verges par passe complétée. Alors ça reflète ce que tu as dit au sujet de la défense des Chiefs de Kansas City. Seulement 58 verges en 16 courses pour Jonathan Taylor. La défense des Chiefs s'est présentée avec la foule très bruyante du Arrowhead Stadium. Mais malgré tout, les Colts auraient dû gagner ce match. Moi, c'est le sentiment que j'ai, Renaud. Je ne sais pas pour toi. Je trouve que ça a été une opportunité ratée du côté d'Indianapolis. Ça a été une bonne performance. Et comme tu l'as dit, qu'on prend du recul, puis on regarde ça. Les Chiefs sont complètement dominés là, en termes de jeu, comme tu l'as dit. Kareem Hunt, 104 verges au sol, un touché en 30 courses. C'est moins de 4 verges par course, mais quand même, il a été productif pour Kansas City. On sait qu'on est encore une fois privé des services d'Isaiah Pacheco. Alors, Hunt a sonné la charge au sol. 8 réceptions pour 141 verges du côté de Rashee Rice. Et tu le sais, on est ensemble. Il a réussi des attrapés critiques au 4e quart et lors de la prolongation. Mais Xavier Worthy, encore une fois, seulement 59 verges sur 4 réceptions. Il n'est vraiment pas de menace verticale, malgré son excellent chrono aux 40 verges. Alors, du côté des Chiefs, on a survécu, on est allé chercher la victoire, mais j'ai encore des questions face à Kansas City, moi, personnellement. Je suis d'accord avec toi. Par contre, Kansas City veut juste entrer dans les éliminatoires. La pire chose qui peut leur arriver, c'est de simplement ne pas être présent au gros tournoi à la fin de la saison. Puis tu parlais d'opportunités ratées pour les Colts d'Indianapolis, mais non seulement eux, mais beaucoup d'équipes doivent sacrer en ce moment dans leur vestiaire en se disant « Ah mon Dieu, on veut pas croiser les Chiefs en éliminatoire. » Puis la meilleure façon de pas les voir, c'était maintenant de gagner et tout de suite étouffer leur possibilité d'y participer. On en a parlé un peu ensemble en ondes, mais les prochains matchs vont être cruciaux pour les Chiefs. J'inclus le match d'aujourd'hui. Il y a un affrontement contre les Cowboys qui s'en vient. Il y a un affrontement contre les Chargers qui s'en vient aussi, qui vont être des matchs pivots pour la fin de saison.
je n'ai pas encore les réponses à toutes mes questions pour Kansas City, mais pour eux, l'important en ce moment, c'est pas nécessairement de retrouver leur identité, c'est surtout de gagner des matchs. Ouais, du côté des Colts, on aurait pu mettre un premier clou dans le cercueil des Chiefs. On a raté cette opportunité. Je ne sais pas si on va le regretter en éliminatoire. Est-ce qu'on va croiser Kansas City à nouveau en éliminatoire? Puis là, les Chiefs vont sortir Indianapolis des éliminatoires. Bref, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Mais c'est une opportunité ratée là, du côté des Colts. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. À Chicago, les Bears recevaient les Steelers. Caleb Williams a complété 3 passes de toucher. Ça a été une victoire à l'arraché de la part des Bears, 31-28. Contre les Steelers de Pittsburgh. Regarde, moi, je vais commencer en parlant des Steelers. Il y a quelque chose qui devient de plus en plus évident. On en avait parlé, toi et moi, avant même le début de la saison. Le manque de receveurs derrière DK Metcalf. Là, on se retrouve avec Calvin Austin et Roman Wilson. Calvin Austin pèse à peine 165 livres. Wilson aussi, c'est un receveur petit format. On n'a rien après DK Metcalf. Puis Mason Rudolph, dans les circonstances, il a connu un bon match, moi, je trouve. Ouais. On lui a donné une chance aux Steelers de l'emporter. Mais je vois qu'on est très limité là, du côté de l'attaque de Pittsburgh, où on a utilisé le jeu au sol avec Warren, avec également l'ancien des Eagles de Philadelphie, là, dont le nom m'échappe, qui a connu un bon match à numéro Kenneth 14. Gainwell. Ouais, Kenneth Gainwell, voilà. Mais on est limité en attaque. OK, que ce soit Aaron Rodgers ou Mason Rudolph au poste de quart, on n'a pas grand-chose à la position de receveur après DK Metcalf. D'une certaine façon, si là, on avait un meilleur receveur pour seconder Metcalf, j'ai l'impression qu'on aurait pu causer la surprise et se sauver du Soldier Field avec la victoire. Ben, c'est surtout que cette équipe-là n'est pas vraiment viable à long terme. On le voit, Aaron Rodgers, bon, il n'était pas là aujourd'hui, évidemment, mais c'est pas un gars qui va prolonger sa carrière pendant 5 ans avec Pittsburgh. Et la défense, ben déjà qu'on voit des signes de ralentissement de cette défense-là depuis le début de la saison, elle sera pas viable à long terme. Donc là, on se dit chez les Steelers, ben c'est cette année que ça nous aurait pris un receveur. On peut pas se dire, on va attendre à la saison morte, on va trouver quelqu'un, puis on va rebondir. Non, le train va être passé pour les Steelers. Alors c'est ça qui est dommage. Je vais me pencher un petit peu sur les Bears de Chicago parce que eux, ils sont sur toute une séquence. Ils ont commencé la semaine au premier rang dans la division nord de la NFC. Visiblement, ils vont y demeurer parce qu'ils ont encore une fois gagné leur partie. Mais Caleb Williams me convainc pas, Didier. Autant est-ce que je suis capable de voir des beaux jeux de sa part, puis pour vrai, il fait mieux qu'il faisait l'an dernier, puis il fait mieux en ce moment qu'il faisait en début de saison. Mais il y a toujours un moment dans le match où il fait quelque chose, souvent une décision improvisée lorsque la pression s'amène sur lui, où il lance le ballon n'importe où. Là, aujourd'hui, ça lui a pas coûté d'interception, mais ça arrive souvent. Et on l'a vu dans le match, toi-même et moi-même, on a dit des fois, qu'est-ce qu'il fait ici? Pourquoi il est venu faire ça dans le match Caleb Williams? Puis combien de fois est-ce qu'on voit la pression s'amener ou des fois la pression s'amène même pas? Il se met à piétiner rapidement avec ses pieds dans la pochette, à se sauver, à regarder partout. Il regarde plus ses receveurs. Alors, bien pour les Bears. Je suis content pour les Bears. Ils gagnent des matchs. C'est déjà beaucoup plus que ce qu'on voyait des Bears au cours des dernières années. Mais encore dans le match d'aujourd'hui, je me suis dit, wow, on a gagné un match, mais une chance que ça ne durait pas 5 minutes de plus parce qu'on aurait peut-être trouvé le moyen de faire. Caleb Williams qui a échappé le ballon dans la zone début alors qu'il était victime d'un sac. Ça aurait juste été un toucher de sûreté. Puis là, il tenait le ballon à une main, il protège pas le ballon, il l'échappe. Ça a été un toucher pour les Steelers de Pittsburgh. Ça aurait pu coûter le match, ça, à Pittsburgh facilement. Mais faut pas oublier, c'est juste une carrière de 2e année. Puis je pense que qu'est-ce que tu as dit est clé. Le fait qu'au moins on voit une nette amélioration comparativement au Caleb Williams, qui était mal entouré l'année dernière avec un groupe d'entraîneurs qui était incompétent complètement. Ouais. Puis là, tu l'as même dit toi-même. On voit une amélioration comparativement au Caleb Williams qu'on voyait au mois de septembre, au mois d'octobre. Ça, c'est positif. S'il peut continuer à grandir, à s'améliorer comme ça durant le dernier tiers de la saison, ben, ça va vraiment être intéressant. C'est déjà intéressant, je pense, pour les Bears. On est sur la bonne voie avec Ben Johnson, mais il reste des choses, je suis entièrement d'accord avec toi, à améliorer du côté de Caleb Williams. Puis, pour terminer avec les Bears, de mon côté, ils ont maintenant une fiche de 8 victoires et 3 défaites. Est-ce que ça arrive un shaky 8-3, là? Tu sais, un 8-3 qui est chambranlant. Parce que j'ai aucunement confiance. Les Bears sont pas aussi bons que leur fiche. Je m'excuse. Ben non. Il y a peut-être des partisans des Bears qui nous regardent ou qui nous écoutent, puis ils seront pas contents de ça. Mais c'est 8-3. Mais mon Dieu, que c'est un 8-3 qui me donne pas confiance. Je pense pas que les Bears sont aussi bons que leur fiche, tout simplement.
Ben, rappelle-toi, il y a quelques années, on n'avait pas eu un 10 ou 11-0 des Steelers et personne n'avait confiance en eux. Et comme de fait, en Ouais. éliminatoire, ils s'étaient fait planter par les Browns de surcroît. Donc, non, moi non plus, comme toi, je crois pas que les Bears soient une vraie équipe de 8-3. Surtout que, hey, ils sont présentement devant les Lions et devant les Packers dans leur division. Je pense pas que ça va nécessairement rester jusqu'à la fin de l'année, surtout pas avec les Lions. Euh, Ceci étant dit, bonne chose chez les Bears que je remarque depuis quelques semaines, et ça s'est encore matérialisé aujourd'hui, des gars comme Colston Loveland, Luther Burden, qui sont des gars qu'on a repêchés cette année, puis toi-même t'en as glissé un mot durant Red Zone aujourd'hui, ils avaient des débuts de saison extrêmement tranquilles. Et depuis quelques semaines, depuis disons la mi-saison, ben, ils ont commencé à sortir de leur coquille, à faire des jeux. Et aujourd'hui, sans ces deux gars-là, on peut pas dire que les Bears nécessairement gagnaient la rencontre. Alors, ça a été des bonnes sélections qui ont été faites par, et ça, c'est un autre élément clé, par le groupe d'entraîneurs et la direction qui sont en place en ce moment et non pas par c'est pas des joueurs de qui on a hérité du passé. Non, ça, c'est un bon point que tu fais. Puis, ça fait quelques semaines, je le dis, il y a des recrues qu'on n'a pas vues lors de la première moitié de la saison à travers la NFL. Je pense, avec les Patriots, Trevon Anderson. Il y en a plusieurs là, qui commencent. On commence à assister à leur émergence parce que, justement, ces joueurs-là ne sont plus des recrues, Renaud. On est rendu en deuxième moitié de saison. Ils ont une moitié de saison d'expérience derrière la cravate. Tout le camp d'entraînement. Puis là, ça paraît. Parce qu'il y en a qui commencent à faire des jeux pour leur équipe, comme tu viens de mentionner, avec Laughlin et Burden. Donc ça, c'est vraiment encourageant pour les Bears. Puis pour les Steelers, avant de parler du match Eagles-Cowboys, là, les Steelers ont une fiche identique à celle des Ravens de Baltimore. 6 victoires, 5 défaites. Souviens-toi, il y a un mois, on donnait la division à Pittsburgh. Imagine-toi si on raterait les éliminatoires du côté de Pittsburgh. En tout cas, on pourra en parler plus tard au cours de la semaine. Les Eagles rendaient visite aux Cowboys, au AT&T Stadium. Puis là, Renaud, on va devoir présenter des excuses aux Cowboys, toi et moi. Ouais. Parce qu'après leur victoire contre les Raiders la semaine dernière, puis là, dans les médias, des gens qui disaient « Ah, the Cowboys are back », on disait, toi et moi, on pensait pareil, on disait « Voyons donc, on vient juste de battre les Raiders, pourquoi on s'emporte comme ça du côté des médias, du côté de certaines personnes sur les réseaux sociaux? » Ben, sais-tu quoi? Les Cowboys sont revenus de l'arrière, ils ont effacé un déficit de 21 points pour vaincre les Eagles par le pointage de 24-21 grâce à un botté de précision de Brandon Aubrey. Philadelphie, aucun point en deuxième demi, Renaud. On a bien commencé la rencontre. AJ Brown a même inscrit un touché. Toi et moi, on se disait, bon, ben là, il ne pourra pas chialer dans le vestiaire après la rencontre lorsqu'il va rencontrer les médias. Mais on n'a rien fait en deuxième demi. Puis ça permet aux Cowboys de revenir de l'arrière. Puis là, les Cowboys sont de retour au plus fort pour la course d'une place en éliminatoire avec une fiche de 5-5-1. Ouais, écoute, tu parles de la deuxième demi des Eagles, mais c'est même pire que ça. On a marqué des touchés sur nos 3 premières séquences chez les Eagles. Donc, nos 21 points pour le match. Ensuite, ça a été 3 jeux suivis d'un dégagement, 3 jeux suivis d'un dégagement, 6 jeux suivis d'un dégagement, 3 jeux suivis d'un dégagement, 7 jeux suivis d'un placement raté, 6 jeux suivis d'un échappé, rappelle-toi. Et ensuite, ben, on a repris le ballon sur un botté de dégagement et on l'a encore échappé aux mains des Cowboys. Et finalement, notre dernière séquence suivie de 5 jeux suivis d'un dégagement. Alors, les Eagles ont qu'eux seuls à blâmer. En attaque, ils ont été absolument, non seulement anémiques au niveau des points, mais ils sont pas allés chercher de premier essai qui leur permettait de prolonger les séquences, de laisser la défense respirer sur le banc, de tout simplement enrayer la menace des Cowboys. Parce que pour vrai, avec les séquences que je viens de te nommer là, c'est difficile de croire que l'adversaire a marqué seulement 24 points. Parce que c'est vraiment mauvais ce que les Eagles ont offert. Et les revirements, les 2 revirements au 4e quart, ben là, c'était 100% inacceptable. Saquon Barkley, qui est supposé être un joueur étoile qui, bon, c'est correct, il pouvait pas égaler là, les sommets de l'an dernier, ça je peux comprendre. Mais il connaît pas une très bonne saison. Et là, il a été victime d'un échappé au pire moment. Et ensuite, Xavier Gibson, qui lui aussi a échappé un ballon. Et rappelle-toi, le joueur qui est allé le frapper, dont le nom m'échappe, on l'a vu à Red Zone. Il s'est fait, Clark. Il s'est fait malmener par Sidney Brown sur les unités spéciales. Il s'est fait amener au sol 2 fois plutôt qu'une. Il s'est relevé. Il est allé finir le jeu en allant planter son casque sur le ballon. Il a provoqué l'échappée sur Gibson. Ben oui, complètement. Alors, chapeau aux Cowboys. Oui, ils sont de retour, Didier. Ils sont de retour. Faut l'avouer. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de l'avouer. La défense de Dallas qui joue mieux. Tu sais, j'en avais parlé lors du dernier épisode du podcast. Parce que, bon, à l'arrivée de Quinnen Williams, on en a parlé, toi et moi, aujourd'hui, l'arrivée de Quinnen Williams,
mais aussi les joueurs qui étaient blessés, comme Overshawn, qui est de retour au jeu là, depuis 2 semaines, si je ne me trompe pas. Ça a un impact là, sur l'unité du coordonnateur à Matt Eberflus. On a limité Saquon. Tu as parlé de son échappée. Hey, seulement 22 verges en 10 courses pour Saquon Barkley, qui n'est pas en mesure de se mettre en marche. Cette ligne à attaque-là des Eagles ne joue pas au même niveau que l'année dernière. Puis moi, je continue de le dire et à le penser. L'identité de l'attaque de Philadelphie, cette attaque-là est à son mieux lorsque le jeu au sol fonctionne. Puis là, on a vu, oui, on a fait des étincelles en début de match avec le jeu aérien, mais ça, c'est rien de constant. Alors, tant aussi longtemps qu'on ne trouvera pas une façon de mettre en marche notre jeu au sol des Saquon, je pense qu'on va avoir des performances comme aujourd'hui, performances tout à fait inégales. On a bien commencé le match, puis après ça, plus rien. Aucune constance du côté de l'attaque de Philadelphie. CeeDee Lamb, il est chanceux que les Cowboys ont gagné le match. Parce que c'était pratiquement un copier-coller de sa performance lors de la première semaine d'activité contre Philadelphie, lorsqu'il avait échappé 4 passes. Là, il en a échappé 3, dont une dans la zone début qui aurait dû être pour un toucher. On a vraiment été chanceux là, que Philadelphie fasse rien en attaque. Ça a permis aux Cowboys de revenir dans le match. Puis CeeDee Lamb, il a échappé belle. Parce que ça n'a vraiment pas été un match digne de receveur numéro 1 et certainement pas une performance digne d'un des receveurs les mieux payés de la NFL. Je voulais juste mentionner ça. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter sur cet affrontement-là entre les Eagles et les Cowboys. Mais les Eagles qui restent quand même en contrôle de la division Est de la nationale malgré cette défaite. Ouais, ben ça va être très rapide, mais c'est pour compléter sur CeeDee Lamb. Pendant ce temps, George Pickens fait des jeux. Puis, et toi et Ouais. moi, on l'a beaucoup critiqué par le passé, George Pickens, mais cette année, on va lui donner quelque chose. Je pense qu'il connaît, règle générale, une meilleure saison que CeeDee Lamb là, avec les Cowboys, George Pickens. Et aujourd'hui, ben lui, il en a pas échappé de passe. Il a été visé 9 fois et il a fini le match avec 9 réceptions. Alors, c'était une note rapide là, pour conclure sur cette partie. Non, il faut le mentionner. Écoute, on l'a critiqué avec raison. On avait raison de critiquer Ouais. George Pickens en raison de ses frasques. Mais même durant l'absence de CeeDee Lamb, il a été vraiment solide. Il a offert de bonnes performances. Il connaît une bonne saison. J'ai hâte de voir une fois que Jerry lui offre une prolongation de contrat et qu'il la signe. S'il va continuer à démontrer une bonne attitude, mais on verra rendu là. Mais pour l'instant, on ne peut pas rien dire contre George Pickens, qui a encore une fois réussi un catch de toute beauté. Les Oui. Patriots de l'Angleterre étaient à Cincinnati, ils affrontaient les Bengals. Patriots ont effacé un retard de 10 points pour battre les Bengals 26-20. Puis ça a été une 9e victoire de suite pour la Nouvelle-Angleterre. Les Pats qui sont devenus la première équipe de toute la NFL à atteindre la marque des 10 victoires cette année. Je vais te laisser y aller en premier. Qu'est-ce qui a ressorti pour toi lors de cette rencontre? Ben, je pense que les Patriots auraient pu en marquer encore plus de points. Je pense que le match aurait pu aller à sens unique. On a laissé des chances aux Bengals d'être dans le match parce qu'il y a beaucoup de séquences qui se sont finies profondément dans le territoire des Bengals et qui se sont pas matérialisées en des touchés. Au deuxième quart, on a terminé une séquence à la ligne de 23 des Bengals. Ça s'est fini avec un placement. La séquence suivante, rappelle-toi, ligne de 1 dans le territoire des Bengals. Revirement sur essai. Ensuite, botté de placement alors qu'on était au 27 des Bengals. Encore une fois, au 1 des Bengals, on a dû se contenter d'un placement. On est allé jusqu'au 33. Donc, combien de séquences qui se sont pas terminées en touché? Mais en termes de traverser le terrain, parce que les Patriots ont commencé toutes leurs séquences depuis leur propre territoire. C'est pas les unités spéciales qui leur ont sauvé les fesses au niveau des retours de beauté. Alors, oui, on pourrait avoir tendance à dire, ah, tu vois encore les Patriots ne profitent pas de mettre beaucoup de points ou d'avoir un gros match offensif, alors qu'ils affrontent une défense qui, on s'entend là, est très vulnérable, celle des Bengals. Mais au final, on regarde les statistiques, puis non, les Patriots ont couru pour au-dessus de 100 verges. Drake May est passé tout près des 300 verges par la passe. Alors, je pense que les Patriots ont été pas opportunistes, ça c'est clair, mais je pense pas qu'ils ont été limités ou on peut dire qu'ils ont été arrêtés par une défense de Cincinnati. Et surtout de voir que sur la route, tu es capable d'orchestrer une remontée. Ça montre un peu de caractère de la part de ta jeune équipe, parce que les Patriots sont une jeune équipe. La chose qui m'inquiète, c'est notre recrue choix de première ronde, Campbell, qui s'est blessé, qui a quitté le match, même, tu le voyais, là, serviette sur la tête et tout, c'était pas inspirant. On n'a évidemment pas encore les détails par rapport à tout ça. Ou si oui, je les ai pas encore vus. Mais ça regardait On mal. parle d'une blessure à un genou pour lui, mais on n'est pas certain de la gravité. Là. J'ai fait quelques recherches vite. Il y a des gens qui parlent possiblement de ligament croisé antérieur, d'autres qui disent c'est juste une entorse qui va être correct. Bref, lundi, en journée, on devrait avoir une mise à jour sur Will Campbell. Mais effectivement, on ne peut pas se permettre de le perdre. C'est notre choix de première ronde.
Il s'est amélioré depuis le début de la saison, mais la ligne attaque des Patriots, elle a encore certaines carences. Alors, si on perd des services de Will Campbell pendant plusieurs semaines, ça serait vraiment pas une bonne nouvelle du côté de la Nouvelle-Angleterre. As-tu d'autres choses que tu veux rajouter? T. Higgins qui s'est blessé du côté des Oui. Bengals, peut-être juste le noter parce que là, Jamar Chase était absent. T. Higgins s'est blessé. André Iosivas a manqué une partie de la rencontre, quelques jeux là en fait. Donc pour les Bengals, c'est sûr que ça nous a pas aidé. Ce moment-là, en plus, on n'a pas beaucoup produit en attaque là, sur les derniers moments du match. Au moment où on aurait pu peut-être mettre le match hors de portée parce que justement les Patriots s'étaient creusé un trou de 10 points. Mais sinon, non, j'ai fini de commenter sur les Bengals, Didier. Ils sont pas assez bons. Regarde, ils sont rendus à une fiche de 3 victoires et 8 défaites. Là. J'espère qu'ils vont pas permettre à Joe Burrow de revenir là, au jeu. Parce que ça va servir à quoi? Ça, c'est des plans pour qu'il se blesse à nouveau. Puis là, on le perd pour le début de la prochaine saison. À 3 à 8, c'est terminé là, du côté de Cincinnati. On n'a pas de défense en plus. Higgins a subi une commotion cérébrale. Je sais que Joe Burrow a repris l'entraînement, mais ça sert à rien de le faire revenir au jeu. Non. Là. Courir le risque qu'il se blesse à nouveau, ce serait tellement typique de l'organisation des Bengals de Cincinnati. J'espère qu'on ne fera pas ça. Hey, Chase Brown, 107 verges au sol. Il est devenu le Ouais. premier porteur de ballon cette année à amasser plus de 70 verges au sol en un match contre la défense des Patriots. Je pense que ça valait la peine de souligner pour l'ancien choix repêchage des Alouettes. Ben Mais oui. bon, on ne le verra jamais au Sapper Soul Motion à Chase Brown. Les Ravens, Renault, ça a tout pris pour battre les Jets. Le match était présenté à Baltimore en plus. Derrick Henry a inscrit 2 touchés. Mais peu importe, les Ravens sont allés chercher une 5e victoire de suite, ce qui fait en sorte qu'ils ont une fiche identique avec les Steelers de Pittsburgh au sein de la section nord de l'américaine. Les deux équipes ont des fiches de 6 et 5. Alors, ils ont gagné 23-10 contre les Jets. Écoute, qu'est-ce que j'ai noté là? La première note que j'ai devant moi, Lamar est correct? C'est ma question, OK? Parce qu'on en parlait, toi et moi, aujourd'hui, lorsqu'on était au Red Zone. Lamar, depuis qu'il est revenu au jeu là, de sa blessure aux ischio-jambiers, il semble pas être aussi explosif qu'à l'habitude. Moins de 200 verges par la passe pour lui contre la défense des Jets. Moi, j'ai trouvé ça inquiétant, entre guillemets, sa performance. On est allé chercher la victoire, c'est ce qui importe. J'ai oublié de quelle équipe on parlait plus tôt aujourd'hui. Là, tu parlais des Chiefs, tu disais l'important, c'est qu'on est allé chercher une victoire. On est dans la même situation du côté des Ravens. Ouais. Après s'être creusé un trou en début de saison, je vois pas un Lamar Jackson qui court beaucoup. Je vois pas un Lamar Jackson qui semble être explosif avec ses jambes. Personnellement, ça m'inquiète. Et encore une fois, moins de 200 verges par la passe contre une mauvaise défense des Jets de New York. Je ne sais pas, j'ai bien hâte de voir ça, la suite des choses pour le Mar. Puis la semaine prochaine, on va affronter les Bengals. Et dans 2 semaines, rencontre au sommet, si on peut dire, de la division contre les Steelers de Pittsburgh. Ouais, tout à fait. Là, les matchs contre Pittsburgh, évidemment, se deviennent la clé dans cette division. Les matchs Baltimore contre Pittsburgh. Pour Lamar Jackson, faut pas oublier, moins efficace par le jeu au sol veut aussi dire moins efficace par la passe. Parce que la menace de jeu au sol avec Lamar Jackson forçait à garder un espion sur lui, forçait à amener des forces supplémentaires pour se concentrer uniquement sur ses jambes. Mais là, on n'a plus à faire ça. Puis écoute, aujourd'hui, on l'a vu se faire rattraper par des joueurs défensifs. Bon, qui n'avait pas nécessairement l'étiquette d'avoir la rapidité d'un Lamar Jackson. Alors, ça, c'est inhabituel dans son cas. Et surtout, comme je l'ai dit pendant Red Zone, ben, tu sais que toi et moi, on a fait un certificat en ischio-jambier cet été sur Oui. les lignes de côté des Alouettes. Donc, on en a appris beaucoup là-dessus. Ben, Lamar Jackson, il sera pas correct avant le Super Bowl ou avant n'importe quel match éliminatoire. Là. Ça va pas progresser en jouant au football puis en courant à moitié pendant les matchs. Alors, l'important pour les Ravens, comme pour les Chiefs, c'est de juste entrer dans les éliminatoires, de réussir à gagner des matchs en ce moment. Le problème, c'est qu'avec les Chiefs, je vois comment on pourrait réussir à connecter les pions ensemble et à reconstruire une belle équipe. Côté des Ravens, si on est amoché, ben on est ce qu'on est. Lamar Jackson ne va pas faire de miracle, il va pas se mettre à courir vite alors qu'il y a des blessures aux ischio-jambiers. Et je sais pas si c'est à cause que Lamar Jackson est moins efficace, mais Derrick Henry aussi, on le voit être drôlement moins efficace. C'est-à-dire qu'il prend de l'âge, il a touché à beaucoup de ballons au cours de sa carrière, surtout avec les Titans où on pouvait lui remettre le ballon jusqu'à 30 fois par match. Ceci étant dit, c'est sûr et certain que ces statistiques sont affectées par le fait que Lamar Jackson n'est pas aussi dynamique. Ouais, puis il y a une chose il y a un problème qui n'est pas résolu du côté de la défense de Baltimore. C'est la ligne défensive. On ne génère pas de pression. Bon, oui, 3 sacs contre Tyrod Taylor, mais par moment, il avait énormément de temps à faire de repérer ses receveurs de passe.
Ça, c'est un problème qui perdure du côté Baltimore depuis le tout premier match de la saison. Bref, on est allé chercher la victoire. On va affronter les Bengals. C'est une autre opportunité d'aller chercher un autre gain du côté des Ravens. Alors, on va voir si cette séquence victorieuse de Baltimore, qui est rendue à 5, mais ça va se poursuivre la semaine prochaine contre Cincinnati, qui sait peut-être même que Joe Burrow va jouer. Bref, on verra. On passera pas beaucoup de temps sur la prochaine rencontre. Les Sox de Seattle qui ont défait les Titans du Tennessee 30-24. Bon, la marque finale est trompeuse. C'était pas un match qui était serré que ça. Mais la bonne nouvelle pour les Seahawks, Sam Darnold a rebondi après sa contre-performance de 4 interceptions la semaine dernière. Il a évité les revirements, 244 verges par la passe, 2 passes de toucher. Mais si tu le veux bien, j'aimerais qu'on parle de la saison que Jackson Smith et Njigba en ce moment. Écoute, c'est toute une saison, là. Il n'y a jamais un receveur dans l'histoire de la NFL qui a amassé 2000 verges par voie de réception. Mais là, Smith et Njigba, s'il maintient la cadence, il pourrait devenir le premier. Encore une fois, ça a été tout un match de sa part. J'ai ses statistiques ici. 8 réceptions, 167 verges et 2 touchés. Encore une fois, quelle performance de sa part. Il va chercher 114 verges, 115 verges, excuse-moi, par match depuis le début de la saison. Et fou, l'an dernier, alors qu'il a été sélectionné pour le Pro Bowl et qu'il était un bon joueur, il n'avait pas les statistiques qu'il a cette année. Au niveau des verges, il devance déjà sa saison de l'an dernier, depuis aujourd'hui, en fait, par 16 verges. Non, c'est complètement fantastique ce qu'il fait. Depuis le début de l'année, il s'invitait pour la course au titre là, de joueur offensif de l'année, là, qui est ce qu'on appelle couramment le joueur par excellence qui n'est pas encore arrière. Ouais. Mais là, en ce moment, j'ai envie de te dire que c'est entre lui et Jonathan Taylor s'il ne remporte pas MVP. Mais ces joueurs-là s'invitent dans cette course-là, puis ils sont en train de distancer pas mal tout le monde. À moins d'une blessure, évidemment, qui viendrait le ralentir, ou une blessure à Sam Darnold qui viendrait le ralentir, Smith and Njigba qui devrait remporter là, la course au niveau des verges sur réception, et comme tu dis, pourrait techniquement aller chercher les fameuses 2000 verges, ou du moins battre le record de Calvin Johnson. Ceci étant dit, encore quelque chose qu'on a mentionné aujourd'hui en ondes, il y a plusieurs joueurs qui ont eu un rythme de fou. Puis là, oui, on commence à être tard dans la saison. Semaine 12, c'est quand même le 2/3 de la saison qui est maintenant joué. Mais je me souviens d'un Tyreek Hill, d'un Cooper Kupp, de quelques autres joueurs qui ont été en voie de battre ce fameux record-là. Puka Nacua, en début de saison aussi, si je me trompe pas, était sur cette liste-là. Et au final, mais il y a toujours quelque chose qui arrive à un moment donné. Tu affrontes une bonne équipe qui réussit à t'arrêter. Une petite blessure, ne serait-ce qu'à un orteil, qui t'empêche pas de jouer, mais qui t'empêche de faire des gros jeux. C'est le genre de choses qui pourraient arriver. Donc, pour le record, on s'en reparlera à la semaine 18. Mais pour la saison en tant que telle qu'il connaît, écoute, il est en train de se transformer en super vedette pour un gars qui, rappelle-toi, à sa première saison, on disait, il est pas ultra productif, mais il était coincé derrière Tyler Lockett et DK Metcalf. Depuis qu'on s'est libéré de ces deux gars-là cette année et qu'on a procédé à un changement de carrière aussi, qui est peut-être moins une des raisons, mais quand même, ben là, il est devenu vraiment le joueur qu'on espérait qu'il devienne quand on l'a sélectionné en première ronde. Renaud, j'ai ça devant moi, là, c'est statistiques par rencontre là, depuis le début de la saison. Juste en termes de verges, 124, 103, 96, 79, 132, 162, 123, 129, 93, 105 et 167 aujourd'hui. Moins de 16,4 verges par réception. C'est vraiment toute une saison. J'ai hâte de voir s'il va pouvoir maintenir la cadence puis atteindre la marque des 2000 verges. J'aimerais ça voir ça, parce que je voyais Calvin Johnson, justement, en entrevue dans un podcast plus tôt cette semaine. Il disait lui-même qu'il était surpris qu'il n'y ait jamais un receveur de passe qui a atteint la marque des 2000 verges, qu'il détient lui-même toujours le record. Parce que, comme il l'a dit, les règlements ont tellement changé et en plus de ça, il y a un match de plus. Calvin Johnson, lui, il a établi son record durant un calendrier de 16 matchs. Calendrier maintenant de 17 matchs. C'est une question de temps, là. Alors, pourquoi pas Jackson Smith-Njigba dès cette saison? J'en ai une dernière statistique intéressante en ce qui le concerne. Le nombre de verges que l'équipe va chercher à chaque fois qu'elle vise Jackson Njigba. Pas à chaque fois qu'il attrape le ballon. Par nombre de fois qu'on le cible. C'est 11,8 verges. C'est au-dessus de la barre d'un premier essai. C'est une verge,8 de plus que ce qu'il faut pour un premier essai. C'est complètement fantastique. C'est évidemment le meneur de la Ligue là, dans cette catégorie-là. Ouais, j'ai l'impression que c'est comme si sa saison est en train de passer sous le radar d'une certaine façon. Là, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Bref. Non, plus pour longtemps.
Oh, ouais, c'est ça. Mais là, nous, on essaie là, de mettre la lumière sur sa belle saison qu'il connaît. Les Packers de Green Bay, ils ont vaincu au Lambeau Field les Vikings du Minnesota. Emmanuel Wilson, il a saisi son opportunité étant donné que Josh Jacobs n'était pas en uniforme en raison d'une blessure. Ben, Emmanuel Wilson a gagné 107 verges au sol. Il a inscrit 2 touchés pour les Packers qui ont gagné 23-6 contre les Vikings du Minnesota. Performance des deux carrières, moi, ça m'a laissé sur mon appétit. OK, J.J. McCarthy, bon, il a moins de 10 départs en carrière, ça s'explique, mais Jordan Love, encore une fois, Renaud, 139 verges par la passe, aucune passe de toucher, aucune interception. Je m'excuse, les payer comme un carrière de concession. Pour moi, j'ai jamais été d'accord avec cette prolongation de contrat-là qu'on lui avait donnée. C'était il y a 2 ans. Il avait connu une bonne deuxième moitié de saison. Il avait bien joué lors d'un match éliminatoire. Mais depuis, Jordan Love, on peut pas dire qu'il appartient à l'élite des carrières de la NFL. 139 verges, encore une fois, moins de 200 verges par la passe. Tu penses quoi, toi, de Jordan Love, de ton côté? Parce que moi, j'ai toujours cru qu'on lui a donné cette prolongation de contrat-là basée sur son potentiel plutôt que Ouais. ses performances. Ben ça c'est une évidence. On lui a donné sur le potentiel parce que les résultats dans les faits, on dirait qu'à chaque année, je me dis toujours, ah, il me semble que c'est une saison un petit peu en dessous de mes attentes pour Jordan Love. Ouais. Mais après, je me dis, ben j'ai dit ça l'an dernier, puis j'ai dit ça il y a 2 ans aussi. Dans le fond, il n'a jamais eu la grosse saison qu'on attend à Jordan Love. Je sais qu'à chaque année, ou du moins au cours des 2 dernières années, c'est là, dans ce temps-ci de l'année où il commençait à jouer son meilleur football, quand il y a la fameuse promotion Toyotathon aux États-Unis, puis qu'il y a beaucoup de blagues associées à ça. Donc, écoute, tant mieux s'il élève son niveau de jeu d'un cran au mois de décembre. C'est là où les matchs comptent le plus, si tu veux. Et surtout que les Packers ont du retard à combler dans leur propre division en ce moment. Ceci étant dit, c'est difficile de faire l'évaluation sur un match comme aujourd'hui parce que tu dis, ben, les Vikings sont tellement pas productifs en attaque que c'est pas comme si tu avais de la compétition. Alors, on voit 23-6, on est fan des Packers, on se dit, ben parfait, on a gagné le match, on passe à autre chose. Mais après, tu te dis, ben mon carrière a pas bien performé. Puis quand je vais arriver en éliminatoire, j'en croiserai pas des Vikings du Minnesota qui font absolument rien en attaque. Je vais devoir jouer contre des bonnes équipes, puis je vais devoir répliquer. Puis quand à la fin du match, ça va être une séquence, puis tu dois marquer un toucher, mais en ce moment, c'est pas Jordan Love qui est mon choix, puis c'est même pas proche d'être un de mes choix dans la NFL. Non, que je vois ça vraiment comme toi. Mais bon, au moins, tu allé chercher la victoire du côté des Packers. J.J. McCarthy, 87 verges par la passe, aucune passe de toucher, 2 interceptions. C'est très difficile pour lui. J'essaie de ne pas être aussi sévère que certaines personnes à son endroit, parce que comme je le disais, il a toujours moins de 10 départs en carrière. Mais il n'y a rien de constant dans ce qu'il fait. À l'occasion, on va avoir une belle passe qui va être complétée. Puis après ça, les 3 suivantes, c'est soit des mauvaises décisions, passes imprécises. Je sais plus quoi penser là, du côté de J.J. McCarthy. Je trouve que c'est inquiétant, malgré le fait qu'il est encore très jeune dans son stage de développement. Mais si tu es un partisan des Vikings, tu peux pas faire autrement que te poser la question si on n'a pas fait une erreur en ne gardant pas Sam Darnold, en se débarrassant, pas en se débarrassant, mais en laissant Daniel Jones seulement quitter pour Indianapolis. Bref, la saison des Vikings, c'est à oublier. Les Giants de New York se sont présentés au Ford Field. Ils ont livré toute une bataille aux Lions. C'était une victoire de Détroit grâce au brio de Jahmyr Gibbs qui a amassé plus de 200 verges au sol. Il était allé d'une longue course en prolongation. Alors, Détroit a gagné 34-27 contre les Giants et Jameis Winston. Fallait absolument l'emporter. On avait perdu la semaine dernière. Moi, j'étais convaincu, Renaud, que les Lions allaient donner une claque aux Giants à domicile. Les Lions qui avaient gagné leurs 13 derniers matchs après avoir subi une défaite, ils ont porté leur séquence à 14. C'est une des plus longues dans l'histoire de la NFL. On perd comme quoi qu'on ne perd pas 2 matchs de suite contre les Lions, du côté des Lions. Mais j'ai été impressionné par les Giants. La performance des Giants, ça a été inspiré. On a utilisé des jeux truqués. Jameis a été en mesure, dans l'ensemble, d'éviter les revirements. Les Giants sont combatifs sous Mike Kafka, l'entraîneur-chef par intérim. Mais, encore une fois, le résultat est une autre défaite. Qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre-là? Mis à part, bien sûr, j'imagine la performance de Jahmyr Gibbs. Ben, et de Jameis Winston, Didier, il était tellement excitant à voir aujourd'hui. Le jeu truqué en début de match qui permettait aux Giants de prendre les vents, hein, parce qu'on avait marqué en Oui. premier.
par Wan'Dale Robinson, qui lui aussi a connu tout un match avec 9 réceptions, 156 verges, et bien sûr le toucher dont je viens de parler. Mais ensuite, le toucher sur réception de Jameis Winston, quand même, Oui. servi une feinte à un joueur pour aller Les marquer. verges Alors, après la écoute, réception. tout à fait. C'était 33 verges quand même le jeu pour Jameis Winston. Il y a un joueur qui aurait pu le rattraper. Mais non, il était trop agile sur le terrain, trop rapide pour la défense des Lions. Non, mais sans blague, je me pose la question, comment ça se fait? Et je me la posais en début de saison aussi, par ailleurs. Pourquoi c'est pas lui qui commençait les matchs au lieu de Russell Wilson en début de saison? Russell était vraiment au bout du rouleau, puis on pouvait le voir en fin de saison l'an dernier avec les Steelers, tandis que Jameis Winston, lui, bon, ça n'a pas été une grande saison pour les Browns l'an dernier, ils n'avaient pas une bonne équipe non plus, mais Jameis leur donnait quand même une étincelle, beaucoup plus que ce que Russell donnait aux Steelers en fin de saison. D'ailleurs, Winston avait même battu Russell dans un match, un snowball l'an dernier, présenté à Heure de Grande Écoute. Alors Ouais. moi, je me posais toujours cette question-là et force est d'admettre qu'il a permis aux Giants de jouer du football compétitif aujourd'hui. Dans un match où, comme tu l'as dit, ils étaient supposés être complètement déclassés par les Lions de Détroit. On pensait que les Lions allaient les manger tout rond, surtout que c'était disputé au Ford Field. Puis finalement, on répond. Donc Mike Kafka, quand on lui a donné le titre d'entraîneur par intérim chez les Giants, on a incité pour dire que c'était une audition qu'on lui donnait. Donc il faisait partie peut-être de l'avenir de l'équipe. Ben, en ce moment, moi, si je suis les Giants de New York, je regarde un sérieux look vers cet entraîneur-là parce que ce qu'il a fait rapidement avec son équipe de donner un souffle d'air, c'est intéressant. Ceci étant dit, il va falloir que ça se poursuive. Puis la victoire, pour moi, au final, c'est pas si grave pour les Giants aujourd'hui parce qu'on va se le dire, ils n'avaient pas d'affaire à gagner ce match-là. Ouais. Non, c'est vrai. Écoute, dans le cas de Mike Kafka, lors des dernières années, il a passé des entrevues pour des postes d'entraîneur-chef. Alors peut-être du côté des Giants, on croit qu'on a possiblement notre homme. Bref, on va voir. On joue du football inspiré. La semaine dernière, on a livré une bonne bataille à domicile contre les Packers de Green Bay. Mais j'ai réponse à ta question. Pourquoi Jameis n'était pas à carrière partant dès le début de la saison? Parce que souviens-toi du contexte. Brian Daboll, lui, il faisait tout en son pouvoir pour essayer de sauver son poste. Et Jameis, c'est une machine à revirement. C'est un agent double. Alors, Daboll, lui, il ne voulait pas commencer la saison avec Jameis au poste de quart. Il s'est dit, écoute, à tout moment, il peut être victime de 4 interceptions. Comparativement à Russell, qui protège mieux le ballon. Alors, je pense que c'est ça qui a fait en sorte qu'on est allé avec Russell Wilson comme carrière partant au début de la saison, dans le contexte où Brian Daboll, lui, tentait d'éviter de connaître un mauvais début de saison. Il voulait sauver son emploi. Bref, tout ça pour dire que les Lions, bon, ils ont gagné. On avait besoin de cette victoire-là absolument. Hein. On ne pouvait pas échapper cette victoire-là contre une formation des Giants qui a seulement 2 victoires depuis le début de la saison. L'important, comme tu l'as dit, dans le cas des Chiefs de Kansas City, c'était de l'emporter, de gagner, de retrouver le chemin de la victoire, peu importe. Alors, on a été capable de le faire. Mais une chance qu'on misait sur Jahmyr Gibbs. Une chance que Jahmyr Gibbs était là, parce qu'il a sauvé les Lions dimanche après-midi. Maintenant, en Arizona, on a eu droit à un match divertissant, ok, surprenamment. Les Jaguars de Jacksonville qui ont défait les Cardinals. 3 passes de toucher pour Trevor Lawrence. Cam Little est allé de botter de 52 verges en prolongation pour permettre aux Jags de l'emporter 27-24. Mais Trevor Lawrence, on était ensemble. 3 passes de toucher, toutefois 2 interceptions, dont une autre, encore une fois, dans la zone des buts. On s'est sauvé de l'Arizona avec la victoire, mais Lawrence a tout fait pour donner le match aux Cardinals. Ouais, puis en ce moment, vraiment, tu veux voir les Jaguars dans les éliminatoires devant les Chiefs. Tu comprends ce que je veux dire? Ça n'a pas de bon sens, cette équipe-là. Ouais, puis, oublie pas, les Chiefs en doivent une à Jacksonville. Les Jaguars avaient défait Kansas City à Jacksonville lors d'un match du lundi soir. On avait été chanceux de l'emporter. Exact, mais c'est ça. Mais tu sais, en début de saison, la défense des Jaguars sur les 4 ou 5 premiers matchs provoquait au moins 3 revirements par rencontre et c'est ce qui faisait en sorte qu'on accumulait des victoires. Depuis, c'est beaucoup plus so-so. Là. Une semaine, on gagne, une semaine, on perd du côté de Jacksonville. Que ce soit une bonne ou une mauvaise équipe de l'autre côté, ça n'a pas vraiment d'influence sur le fait qu'on va être une équipe qui va jouer un peu tout croche, va faire des gros jeux une fois de temps en temps. Mais le contexte est ce que tu regardes à long terme. Bon, les Jaguars ne gagneront pas le Super Bowl, évidemment, cette année. Si tu regardes à long terme, ben Trevor Lawrence, qui est notre projet, notre joyau qu'on entretient depuis des années à Jacksonville, ben moi, je commence à me dire que c'est terminé. Là. Il y a beaucoup de joueurs de qui on dit ils sont jeunes, ils n'ont pas beaucoup de départ. Là, Trevor Lawrence, il est plus jeune,
Il y a beaucoup de départs dans le corps. Il fait les mêmes erreurs qu'il faisait à sa saison recrue. Il lance des interceptions à la pelletée, encore 3 aujourd'hui. Il est victime souvent de revirements. Interception ou échappée, ça a toujours été un problème pour lui, ça l'est encore. Et on a multiplié les entraîneurs pour essayer de solutionner son jeu. Les bons entraîneurs offensifs, je pense à Doug Peterson qui est venu à partir de sa 2e saison, avec qui ils ont joué et gagné même un match éliminatoire de drôle de façon là, contre les Chargers de Los Angeles. Et là, Liam Cohen, qui était supposé être le docteur des corps arrière, qui venait pour le solutionner. L'équipe a pris du mieux sous Liam Cohen. Elle joue beaucoup mieux qu'elle jouait l'an dernier. Règle générale, l'équipe. Mais Trevor Lawrence, lui, c'est comme la statue de pierre qui est restée dans le milieu et qui n'a pas changé, alors que c'est le premier joueur qu'on voulait améliorer. Même que si les Jaguars n'avaient pas été bons cette année, mais qu'on avait solutionné le jeu de Trevor Lawrence, je pense qu'on aurait été plus content du côté de Jacksonville. Ouais, t'as entièrement raison. Écoute, j'avais dit 2 interceptions. Ben oui, comme tu l'as dit, c'est 3 interceptions dont il a été victime contre les Cardinals d'Arizona. Puis quand tu regardes, il y a une tendance depuis quelques semaines, là. Parce que vraiment, Liam Cohen est conscient là, du problème qu'est Trevor Lawrence. Alors, il essaie d'avoir une attaque plus équilibrée. 30 passes tentées, 28 courses. La semaine dernière, ça a été la même chose du côté des Jaguars de Jacksonville. En fait, on a couru une quarantaine de fois avec le ballon dans la victoire contre les Chargers. Écoute, je suis en train de te sortir ça ici sur mon ordinateur. Ouais. Tu vois, ça avait été plus de courses que de passes. 22 passes tentées par Trevor Lawrence, mais on avait couru 47 fois avec le ballon. OK, pour 192 verges contre les Chargers. Alors, Liam Cohen, il est conscient de ça. Il essaie de limiter les dégâts avec Trevor Lawrence. Puis là, malgré tout, il aurait pu lui coûter le match aux Jaguars avec ses revirements. Bref, on a été chanceux de l'emporter là en Arizona contre les Cards, pour qui ça va vraiment pas bien. Mais bon, on ne peut pas se plaindre d'une victoire. On va de l'avant du côté des Jaguars. Mais Trevor Lawrence, mon Dieu, qui ne me donne pas confiance. OK, si on Non, accède non, moi, aux éliminatoires face à des équipes de qualité, ça oublie. risque d'être un désastre. Non, non, ça va être une catastrophe. Tu sais, il y a des joueurs qui sont pas productifs, mais qui protègent le ballon, des carrières, je parle. Trevor Lawrence, c'est un aspect négatif dans ton équipe. En ce moment, chez les Jaguars, tu te dis, si je l'échange pour un carrière franchement ordinaire qui protège le ballon, donc aujourd'hui, tu enlèves trois revirements à la fiche des Jaguars, ben c'est une victoire beaucoup plus facile puis qui ne s'en va pas en prolongation. Alors, il est néfaste à une attaque en ce moment, Trevor Lawrence. Puis comme je l'ai dit, on a passé beaucoup de très bons entraîneurs de qualité sur lui. On en a passé un très mauvais aussi. Mais on a passé des bons entraîneurs pour essayer de faire fonctionner cette attaque-là. Et personne n'est capable de le changer. Alors peut-être que le problème, c'est pas les entraîneurs. Oui, là, on en est rendu là. En tout cas, moi, j'en suis rendu là dans mon évaluation de Trevor Lawrence. Parce que, comme tu l'as dit, commet des erreurs qu'il commettait lorsqu'il était recru lors de ses premières années dans la NFL. Écoute, il nous reste 2 matchs dont on n'a pas parlé. Les Browns sont allés à Vegas. Ils ont défait les Raiders. Donc, ça a été une première victoire en carrière pour Shedeur Sanders. Il a mis fin à la gang des carrières qui effectuent leur premier départ dans la NFL avec les Browns de Cleveland depuis le retour de la concession à Cleveland en 1999. Ces carrières-là avaient une fiche d'aucune victoire et 17 défaites lors de leur premier départ en carrière dans l'uniforme des Browns. Ben là, c'est 1-17. Shedeur, il a gagné son premier départ. Ça a été une victoire par le pointage de 24-10 contre les Raiders. Mais à Myles Garrett, je veux te parler de Myles Garrett. 3 sacs du quart. OK? Renaud, il lui manque seulement 5 sacs. Il reste 6 matchs aux Browns. Il a besoin seulement de 5 sacs pour établir le record pour le plus grand nombre de sacs du quart en une saison. Le record est de 22,5. La marque est partagée par Marcus Ryan, qui avait établi le record en 2001, et TJ Watt l'a égalé en 2021. À moins qu'il se blesse, Myles Garrett devrait établir un record pour le plus grand nombre de sacs en une saison. 10 sacs les Browns ont réussi. 10! Au dépend de cette pitoyable ligne à l'attaque des Raiders. C'en est gênant, les Raiders, maintenant. Genty peut rien faire. Je sais que Geno Smith mène la NFL au chapitre des interceptions. Je ne connais pas grand carrière qui aurait du succès derrière cette mauvaise ligne à l'attaque des Raiders de Las Vegas. Alors, félicitations à Shedeur Sanders et Myles Garrett pour leur performance aujourd'hui. Ouais, ben écoute, on peut parler un petit peu de Sanders, vu que tu as fait pas mal le tour avec Myles Garrett et la défense des Browns qui ont complètement terrorisé Geno Smith. Ça n'a pas été un grand match pour Sanders, mais on peut pas dire non plus qu'il avait l'air
de ce qu'il avait l'air la semaine dernière, rappelle-toi, ou alors ça a été vraiment difficile quand il est rentré dans la mêlée au milieu d'un match. Non, là, ça paraît qu'il avait eu sa semaine de préparation. Il a pas mis des chiffres à tout casser sur le tableau, mais regarde, il a lancé sa première passe de toucher en carrière. Ça, c'est derrière lui. Il peut arrêter d'y penser. La photo est enregistrée pour toujours. Il a lancé une très, très, très mauvaise interception aussi en première demi, rappelle-toi. Ouais. Mais ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage. Alors, c'est correct qu'il l'a lancé au début. Au final, il est revenu. Il a connu un match où il est allé compléter un petit peu plus que 50% de ses passes. Il est allé chercher 209 verges de gain. Il y en a beaucoup là-dessus qui étaient après la réception, mais quand même. Son jeu au sol a été appuyé. On a rentré beaucoup de formations Wildcat avec Kinshawn Judkins pour enlever des fois un peu de pression sur les épaules de Sanders, lui donner un deuxième essai qui était prenable. Souvent, on allait chercher 3-4 verges sur les premiers essais où on mettait Judkins ou dans la zone payante où d'ailleurs Judkins a marqué 2 touchés en formation Wildcat. Alors, j'ai aimé ça. Au moins, il n'a pas eu l'air ridicule comme la semaine dernière. On a vu de quoi ça a l'air un corps arrière quand il a une semaine de préparation. Je pense qu'il y a beaucoup de nervosité qui va quitter son corps aussi. Puis, l'argument n'est pas le même qu'on avait avec les Cowboys la semaine dernière, même si c'était les Raiders de l'autre côté. On parle d'un joueur qui faisait son premier départ en carrière. Donc, n'importe quelle équipe qui est de calibre NFL et qui lui fait face, surtout que les Browns ne sont pas une bonne équipe non plus, ben c'est sûr que ça peut l'aider. Belle expérience pour lui. On passe au prochain match. Ouais, j'ai bien aimé la passe qu'il a complétée en première demi sur une cinquantaine de verges. Quand il s'est déplacé à sa droite, il était en mouvement, il a décoché la passe dans les zones profondes avec doigté et précision. Ça, c'était une passe de calibre de la NFL. Je ne suis même pas sûr que j'ai vu Dillon Gabriel compléter une passe de ce genre-là avec tous les départs que Gabriel a eu. Chose Pas des qui longues passes, non. le potentiel de Shedder est plus grand que celui de Dillon Gabriel. Tout simplement, il a un meilleur bras, il est plus grand, plus gros, plus imposant physiquement. Encore une fois, félicitations à Shedder Sanders. Un dernier match dont on n'a pas parlé qui était présenté lors des rencontres de 13h et 16h, ben, ça avait lieu à la Nouvelle-Orléans. C'était une victoire pour les Falcons. Finalement, les Falcons ont mis fin à leur séquence de 5 défaites. Imagine-toi, man, on n'avait pas gagné depuis le fameux match du lundi soir du côté des Falcons, lorsqu'on avait vaincu les Bills de Buffalo à domicile. Alors, 2 passes de toucher pour Kirk Cousins. Il a quand même amassé moins de 200 verges. Marque finale 24-10. C'est quelque chose que tu as retenu de ce match-là? Oui, c'est une victoire pour les Falcons. On a mis fin à notre séquence de défaites. Mais Renaud, c'était contre les Saints à Nouvelle-Orléans. Les Saints qui sont coriaces, mais quand même. Ouais, puis la marque finale est peut-être un peu trompeuse parce que les Saints ont quand même été, comme tu dis, coriaces encore dans ce match-là jusqu'au quatrième quart. C'était seulement 16-7 là, en faveur d'Atlanta. Le match aurait pu encore changer de côté. On était à une erreur là, de voir les Saints revenir dans la rencontre. Du côté des Falcons, c'est triste, mais pour moi, cette concession-là est présentement sur pause. Et pour combien de temps, je ne le sais pas, parce que on n'a pas les réponses sur Michael Penix, étant donné qu'il n'a pas nécessairement livré la marchandise. Et encore là, on parle d'un carrière qui a pas énormément de départs derrière la cravate, mais qui avait un long historique de blessures à l'université, qu'on a repêché, qui était c'était pas un genou de 23 ans là, quand on l'a repêché non plus, Michael Penix. Et là, le pire, c'est que sans avoir ces réponses-là, à savoir si c'est lui ou non notre avenir, ben, il jouera pas d'ici la fin de l'année et peut-être même pas en début de saison l'an prochain. Devrait à tout le moins rater quelques semaines du camp d'entraînement si le temps normal de convalescence est bien suivi. En ce moment, j'aimerais pas ça être un fan des Falcons parce que il y a des morceaux intéressants. Bijan Robinson est un joueur fantastique. Je sais que tu l'adores, je l'adore aussi. Il y a des trucs intéressants. Les 2 joueurs qu'on est allé repêcher en première ronde cette année, ils sont productifs. Je parle de Walker et de James Pierce. Ouais, exact. Mais là, cette année, on n'aura pas notre choix de première ronde, étant donné qu'on a transigé pour aller chercher Pierce. Et ça va être un choix dans le top 10, qui va aller dans les mains de qui? Les Rams, qui sont déjà une puissance. The rich get richer, comme on dit avec les Rams de Los Angeles. Donc, moi, je suis pas inspiré par ce qui passe pour Atlanta. Puis on dirait qu'en début de journée, j'ai regardé leur fiche et je me disais, ah ouais, je savais qu'ils jouaient bien une semaine sur 2. Bon, ils arrachaient des matchs et là, dernièrement, ça allait moins bien. Mais là, tu te dis, ah mon Dieu, ils étaient 3-7. Ils sont déjà en retard. C'est pas, on a eu une mauvaise passe et on peut s'en remettre. Non, la saison est terminée complètement du côté d'Atlanta. Puis là, même si on a gagné aujourd'hui, ben pour moi, on n'a aucune réponse qui a été fournie à nos questions dans ce match-là. Et il n'y en aura pas d'ici la fin de l'année non plus. Écoute, le DG Terry Fontenot, il en a sa 5e année avec les Falcons. Sais-tu combien de saisons gagnantes qu'il a? Aucune. 5 ans. Hey, c'est la moitié d'une décennie, là. On doit faire un ménage à Atlanta après la saison.
OK? Puis là, aujourd'hui, on a gagné sans les services de Drake London. OK, tant mieux. Mais on peut pas continuer comme ça. Combien de chances Terry Fontenot va avoir? C'est ça que je me demande là, du côté des Falcons. Là. Ça n'a juste pas de bon sens. Écoute, aucune saison gagnante en 5 ans. Là, je regarde le calendrier restant. On va jouer à New York. Ensuite ça, on va recevoir les Seahawks. On va affronter les Buccaneers, les Cardinals, les Rams. Et on va terminer ça contre les Saints. Donc, c'est pas nécessairement un calendrier très facile là, qui attend les Falcons d'Atlanta d'ici la fin de la saison. Et lui, clairement, sentait la soupe chaude, savait que sa dernière chance s'en venait parce qu'il a été extrêmement agressif. Rappelle-toi, il a payé cher là, dans sa transaction pour monter en fin de première ronde, pas en milieu de première ronde, en fin de première ronde. James Pierce est un joueur efficace jusqu'à maintenant, puis il semble qu'il va progresser et devenir encore meilleur. Donc ça, je peux pas le reprocher. Mais on a été agressif parce qu'on sentait la soupe chaude du côté d'Atlanta. Et la question à lui poser est simple. Pourquoi t'as pas fait ça il y a 2 ans? T'avais déjà un problème de presser les corps arrière qui était déjà existant quand tu es arrivé en poste. Pourquoi est-ce que tu n'as pas été agressif pour ajouter à ce niveau-là plus tôt et tu n'aurais pas été coincé avec une équipe de joueurs, par exemple un Kyle Pitts qui sous-performe par rapport à son rang de sélection, un Michael C'est Penix lui qui l'a repêché, un gros Pitts. choix. Ben c'est ça, exact. Ouais. Mais c'est ça, tu n'aurais pas eu à repêcher ces joueurs-là si tu avais repêché des joueurs efficaces en défense à la place. J'ai pas les noms directement devant moi là, des joueurs qui étaient disponibles au rang de Kyle Pitts, mais on s'entend, il a été sélectionné dans le top 5. Alors, évidemment, il y avait des bons joueurs disponibles. Tu aurais pu compléter une transaction. Il ne l'a jamais fait. Il y a simplement l'an dernier où il était allé chercher le joueur dont le nom m'échappe, qui était avec les Patriots et qui était insatisfait. Bref. Matt Judon. Matt Judon, exactement. Mais même ça a là, été une catastrophe avec les Falcons. Exact. Alors, on peut pas dire que ça avait été agressif. Non, j'aime pas la façon dont il gère l'équipe. J'ai pas aimé la façon dont il a repêché au cours des dernières années, mis à part cette année, mais c'est trop peu, trop tard. Ouais, ben, l'équipe n'a pas été construite de la bonne façon dès le départ. C'est ça qui arrive, c'est ça qui les rattrape là, d'une certaine façon. Mais c'est quand même une formation qui est bizarre, parce qu'il y a du talent au sein des Falcons. Il y a du talent. On ne devrait pas avoir une fiche de 3-7. Ben là, on est une fiche de 4-7 avec la victoire, mais on devrait tout de même avoir un meilleur dossier. Donc, Raheem Morris, je pense qu'il est en train de nous prouver qu'il est un excellent coordinateur en défense, mais comme entraîneur-chef, c'est sa deuxième opportunité là, comme entraîneur-chef. OK, il y a longtemps de ça, quand il était au début de la trentaine, il avait été nommé entraîneur-chef des Buccaneers de Tampa Bay. Ça avait vraiment pas bien été. Puis là, ben, c'est un peu ça qui se répète, là, on dirait, du côté des Falcons. Bon, ben, en tout cas, écoute, Renaud, on a fait le tour des rencontres qui étaient présentées à travers la NFL à 13h et 16h. Je m'étais dit que j'allais regarder au moins la deuxième demi de Buccaneers et Rams. Je sais pas si ça a le pointage devant toi. À la mi-temps, oh, je viens de le voir, à ouais. 7 pour les Rams. T'es en train de donner toute une volée aux Bucs. Qu'eux sont en perte de vitesse. Ils ont besoin que leurs blessés reviennent au jeu. Parce qu'on leur avait donné la division. Mais là, les Panthers vont jouer lundi soir. Les Panthers sont là, ils sont tout juste derrière eux. Alors, ça va vraiment pas bien. 210 verges par la passe, 3 passes de toucher pour Matthew Stafford en première demi uniquement. Wow! 2 touchés pour devant. Ouais, je crois qu'il y a eu un touché défensif aussi parce que j'additionne les points des possessions des Rams là, et ça n'arrive pas à 31. Donc, ouais, il y a eu un touché défensif également qui s'est ajouté dans tout ça. Écoute, les Bucks, il faut qu'ils se replacent. Là. On peut pas, pour le bien des éliminatoires et pour le bien de la NFL, on peut pas laisser les Panthers avoir un match à domicile durant les éliminatoires. Alors, non, c'est à la blague, bien sûr, là, non, mais c'est plate parce que c'est une équipe divertissante à voir, les Buccaneers. Donc, on veut les voir participer quand c'est les matchs importants. Et les gens aiment Baker Mayfield. Moi, le premier, je l'aime, Baker Mayfield. Je regarde aujourd'hui en dessous de 50% de passes complétées en première demi. Donc, le match va jouer chez moi, mais sur mute. Ouais, non, c'est ça. Écoute, Bucky Irving, éventuellement, il va revenir au jeu, j'imagine. Hein? Alors peut-être que ça va donner un coup de main à l'attaque des Buccaneers de Tampa Bay. Ben écoute, Renaud, je te remercie de t'être joint à moi. On a passé la journée ensemble, en plus, au NFL Red Zone. Alors écoute, ça a été un plaisir d'avoir la chance de discuter des rencontres d'aujourd'hui avec toi. Et pour les gens qui ont regardé l'épisode du podcast ou qui l'ont téléchargé, ben on vous remercie. On vous reparle plus tard cette semaine. C'est une grosse semaine, étant donné que c'est Action de grâce américaine cette semaine aux États-Unis. Donc, on va avoir 3 matchs présentés jeudi, un autre vendredi. Alors, ça commence. Ça, c'est signe que le mois de décembre s'en vient lorsqu'il y a autant de matchs de la NFL qui sont présentés lors de journées différentes. Alors, écoutez, je vous souhaite de bien vous porter et on vous reparle plus tard au cours de la semaine.